news. Breaking news. Breaking news. Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit. CNN, édition spéciale. Le palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, Côte d'Ivoire, a abrité la cérémonie de commémoration de l'an 1 du décès de feu Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Une foule compacte, composée des militants du RHDP, des amis et sympathisants, de la famille du regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, des Ivoiriens de tous partis politiques confondus, bref, les fils et filles de la Côte d'Ivoire en grand nombre étaient là pour cette journée du souvenir à un grand homme, un grand commis de l'État de Côte d'Ivoire, comme pour dire « AGC, tu nous manques, nous ne t'oublierons jamais ». C'est à 10h30 que son Excellence M. Jérôme Patrick Hachi, en charge de présider cette cérémonie, est arrivé et accueilli dans un standing up, muet comme pour marquer la circonstance et la douleur qui effrayaient le public présent. Pour ouvrir artistiquement cette cérémonie, l'inégalé Boumou Mamadou fut choisi. Salut à vous, érudits en vos matières, sachants en vos connaissances, connaisseurs en vos savoirs, marabout des temps modernes que je salue, gourou des temps modernes. Ma parole est trop petite qui s'incline devant la grandeur de cet événement. Ma parole est trop petite qui s'incline devant la valeur de ce qui nous rassemble. Ma parole est trop petite qui s'incline devant la valeur de la grandeur ou la grandeur de la valeur que vous êtes. Qu'il me soit permis pour cela, qu'il me soit permis en cela, de marquer une pause, le temps un instant, le temps d'un instant, ou un instant le temps, afin de rendre gloire au maître des temps, au plus grand horloger, à celui dont le seul nom me suffit. Donnez-lui le nom que vous voulez. Moi j'ai dit, là, Dieu. Après cette belle prestation, c'est au ministre Touré Mamadou, président pour la circonstance de l'organisation de cette festivité d'hommage à AGC, de prendre la parole. Merci au Premier ministre et au directeur exécutif du RHDP de nous avoir choisis comme président du comité d'organisation de cette journée mémorable. Nous prenons ça comme un honneur qu'il nous a fait pour rendre à Amadou Gon Coulibaly un peu de ce qu'il nous a donné. Comment terminer mes propos sans me souvenir que je l'ai connu dans les années 2000 à travers le ministre Cissé Bakongo qui a guidé mes premiers pas dans le parti. En 2000, qui m'a fait connaître Amadou Gon Coulibaly. Comment ne pas me souvenir qu'à l'occasion de la crise liée à la rébellion en 2002, alors que j'ai été personnellement ciblé, découpé à la machette, le pied fracturé, alors que j'ai dû connaître l'exil à Bamako, qu'un jour du mois de mars 2003, alors qu'il était de passage avec le président à Bamako, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly m'a appelé pour que je me rende à l'hôtel Salam où était logé donc le président à Bamako. Il m'a vu et m'a fait rencontrer donc le président qui voulait s'enquérir de mes nouvelles. Comment ne pas me souvenir qu'en juillet 2003, c'est lui qui me fait rentrer de Bamako à Abidjan. Et que lorsque, de façon exceptionnelle, le gouvernement suisse a décidé de faire partie un certain nombre d'entre nous en Suisse pour leur accorder l'asile politique, parce qu'en principe, l'asile politique n'a obtenu que sur le territoire suisse, mais on était une dizaine à qui le gouvernement suisse, de façon exceptionnelle, a accordé l'asile politique. Comment ne pas me souvenir que c'est Amadou Gon Coulibaly qui a payé mon billet d'avion pour que je parte en Suisse? Comment ne pas me souvenir que lorsque j'ai décidé de reprendre mes études, alors que je l'avais régulièrement, et que quand en 2008, en juin 2008, il a été nommé directeur des campagnes, il a souhaité que je rentre en Côte d'Ivoire pour seconder le Premier ministre Ahmed Bakayoko au niveau donc de la jeunesse, Yayoro et moi, comme adjoint du ministre Ahmed Bakayoko. Comment ne pas me souvenir que alors que j'avais des contraintes, parce que j'avais décidé de faire une thèse à Paris-Descartes, et que je venais d'être recruté, j'étais sur le point d'être recruté à l'OIF pour travailler sur l'efficacité des aides publiques au développement. Comment ne pas me souvenir que c'est Amadou Gon Coulibaly qui allait rencontrer Pascal Chénaud, spécialement à Paris, mon directeur de thèse, pour qu'il me libère, pour que je vienne rendre service à mon pays et que je vienne travailler auprès du président Alassane Ouattara dans sa campagne. Ça a été des moments de décision difficiles. Quand vous avez connu ce que vous avez connu, l'exil, 3 tentatives d'assassinat, et que votre famille considère que, étant en Suisse, vous avez une certaine stabilité et qu'il faut laisser tout ça pour rentrer en 2008, à un moment où le pays n'avait aucune perspective, où tout était encore, nous étions encore en crise. Il fallait prendre cette décision et je l'ai prise
parce qu'Amadou Gon Coulibaly me l'a demandé. Il est 11h06 quand sur les grands écrans extérieurs et intérieurs, les mémoires se rafraîchissent au regard du film projeté sur la vie de celui que la Côte d'Ivoire continue de pleurer, Amadou Gon Coulibaly. C'est alors que les deux plumes ivoiro-franco-tunisiennes, nos confrères messieurs Ziad Limam et Venance Conan en duo, ont relaté l'historique du projet du livre intitulé Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit. Nous avons pu apporter ce témoignage à sa carrière. Alors, on peut résumer rapidement comment tout ça s'est fait, mais on en a beaucoup parlé. Mais comme vous le savez, le Premier ministre avait envie de parler et de se raconter, de raconter une histoire qui est la sienne, mais qui est aussi celle de la Côte d'Ivoire. Et pour les générations les plus jeunes qui liront ce livre, vous verrez défiler la Côte d'Ivoire à partir de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, avec ses grands moments, ses traumatismes, et l'homme public qui est aux premières loges de ces grands moments et de ces traumatismes, qui les raconte avec ses mots. C'est son livre, c'est pas le nôtre. Nous n'avons été que des soutiens et des supports. Et lui, il a pu parler en toute liberté. Mais ce que je voulais qu'on fasse pour le moment qui nous est accordé, la grande valeur de ce livre, c'est que c'est Amadou Gon vivant. Donc on l'entend sur des choses graves, par exemple sur la crise de 2000, sur l'identité, sur ce qu'il a vécu lui comme une injustice profonde vis-à-vis de sa famille, mais on l'entend aussi sur des anecdotes, sur sa vie réelle, sur le fait qu'il était amateur de ping-pong, qu'il jouait au handball, qu'il a été arrêté à Dabou, qu'il a été bastonné par les gendarmes quand il était militant, qu'il aurait pu faire du ski. Oui, on découvre ça, qu'il aurait pu faire du ski. On découvre aussi qu'il était fan de reggae, ce que nous on a découvert avec lui dans les premières séquences, qu'évidemment c'était un homme de Korogo, mais c'était un homme de toutes les Côtes d'Ivoire, qui connaissait des gens aux quatre coins du pays, que c'était un adepte du balafon, qu'il était initié au poro. Il n'a jamais voulu nous dire, on a essayé de savoir ce que c'était que l'initiation au poro, mais visiblement, on n'avait pas atteint encore ce stade, d'intimité, mais il s'est ouvert à nous, et si ce livre a une vraie valeur, en dehors du récit, c'est encore une fois de l'entendre vivant avec nous, parmi nous, d'apporter son témoignage sur l'histoire, d'apporter son témoignage sur les hommes, d'apporter son témoignage aussi. La trame du livre, c'est aussi cette amitié assez incroyable, cette amitié politique et personnelle de plus de 30 ans avec le chef de l'État. Et vous qui êtes tous, ou enfin beaucoup d'entre vous qui faites de la politique, vous savez à quel point c'est très difficile de rester proche en politique pendant des décennies. Et une des choses les plus frappantes du destin d'Amadou Gon, c'est que jamais, au fond, il n'y aura eu le moindre voile ou la moindre ombre entre lui et l'homme dans lequel il avait décidé de mettre ses pas. Venance. Tu as dit l'essentiel. Moi, ce que je garde comme souvenir, c'est ce 8 juillet. Et je me souviens, j'étais à mon bureau lorsqu'un de mes amis m'a appelé pour m'annoncer cette terrible nouvelle. Elle était d'autant plus terrible que je l'avais vu il n'y avait pas longtemps. Il m'avait dit, je t'appellerai. Et puis, on avait rendez-vous le samedi. Et c'est le mercredi qu'il est décédé. On avait rendez-vous pour terminer le livre. L'essentiel avait été fait. Quand il quittait Paris, avant de venir, Ziad m'a appelé pour me dire, ça y est, le livre, on va le terminer. Le Premier ministre l'a lu, il a noté, il est content. Et voilà. Et moi, je devais le rencontrer pour la dernière séquence qui portait justement sur son hospitalisation et puis sa gestion de la Covid. Lorsqu'on lui donnait le dernier manuscrit, on ne savait pas que ça existait, cette histoire du Covid. Et puis c'est venu nous tomber dessus. Il a dû être confiné lui-même. Il est allé à Paris. On a tous eu peur. Et quand il devait revenir, on s'est dit, si les médecins le laissent revenir, c'est que tout va bien. On avait donc cette assurance-là. Et puis voilà. Justifiant la présence féminine massive à cet événement, le bon ton revient au témoignage de Madame Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration de Côte d'Ivoire. Il y a tant à dire sur l'homme. Amadou Gon Coulibaly, le compagnon de lutte. Amadou, le fidèle du président Alassane Ouattara. AGC, le maire de Korogo. AGC, le SGD du RDR, le secrétaire général délégué, le directeur national des campagnes, le DNC, le SGPR, ou encore le président du directoire du RHDP, AGC, le Premier ministre, AGC, le candidat du RHDP à l'élection présidentielle.
d'octobre 2020. Mais aussi, que dire de ce AGC qui a fait de moi aujourd'hui la seule femme présidente de région de Côte d'Ivoire. Oui, c'est le fruit du AGC. Merci, Monsieur le directeur exécutif, de m'avoir invité à cette tribune. Merci, Monsieur le Premier ministre, de m'avoir invité à cette tribune. Mesdames et messieurs, nous sommes tous d'accord pour dire aujourd'hui qu'Amadou Gon Coulibaly est de cette catégorie d'hommes qui, en fin de compte, ne meurent jamais. Il est 11h45. L'émotion est à son comble quand l'ami, le jeune frère, le complice, le confident même, le compagnon politique de tout temps du regretté AGC, le ministre Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP, doit surmonter son émotion pour enfin prendre la parole devant ce parterre d'une Côte d'Ivoire unifiée comme on le souhaiterait définitivement. Une année après, Amadou, tu es encore là. Tu es là, Amadou. Ici, présent, parce que Amadou, cher grand frère, dans cette salle, il y a des visages qui montrent qu'il y a une symphonie inachevée. Et quand je regarde le Premier ministre Achille Patrick, le président de l'Assemblée nationale, ton homo, le ministre d'État, ton frère Ibrahim Ouattara, ton frère Ali Coulibaly. Oui, ces visages me rappellent un mois de février 1994, après que mon grand frère Ibrahim Ouattara et ma grande sœur Rokia Ouattara m'aient amené celui-là même qui aujourd'hui, ton père, celui-là qui demeure notre boussole, notre manteau protecteur à tous, Alassane Ouattara. Oui, ce mois de février 1994, lorsqu'il me reçut, il me dit, jeune frère, reste un peu, je vais te présenter quelqu'un, un grand frère à toi. Oui, ce grand frère, ben c'était toi. C'était toi, Amadou. Oui, Amadou, c'était toi. Et depuis, jusqu'à ce 8 juillet, où à 7h41, lorsque tu allais à ton conseil de ministre, tu me donnais rendez-vous pour le jeudi à 13h avec le Premier ministre Achille Patrick, à l'effet d'analyser ensemble l'architecture de ton organigramme pour la campagne présidentielle. Absent, mais par la magie de la technologie, depuis Ouagadougou au Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a témoigné sur AGC, parlant de leurs relations de travail, racontant des anecdotes, parlant de la gentillesse et de l'humilité sans pareil de l'homme. Ah, si les mots pouvaient nous revenir, cela aurait été le moment. C'est alors que M. Jeannot Aoussou, président du Sénat ivoirien, est aussi allé aux confidences. Merci d'être tous réunis ici ce 8 juillet 2021 au rendez-vous du souvenir et de la fidélité. Il y a exactement un an qu'il a pris à Dieu, le très miséricordieux, de rappeler à lui son serviteur, notre frère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais souligner que je me suis entretenu le 2 juillet 2020 au petit matin avec mon frère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et je lui avais dit que je partais en Europe pour mon contrôle médical. Et lui m'a dit qu'il rentrait à Abidjan parce que ça allait mieux. Nous étions donc tout heureux de le savoir de retour parmi nous, de savoir notre candidat
de retour pour entamer les batailles électorales qui s'annonçaient. Hélas, la vie en a décidé autrement. C'est au tour du porte-parole de la famille Amadou Gon Coulibaly de prendre la parole en la personne de M. Amadou Koné, ministre des Transports de Côte d'Ivoire. Nous, en tant que famille, au-delà de bon Dieu, il est bon que publiquement, surtout que nous sommes à la fin du deuil, il est bon que publiquement un certain nombre de choses peut-être soient dites. Je voudrais profiter de la présence de la famille du président, Ibrahim et Rokia, pour leur demander à nouveau, c'est vrai que c'est la famille, mais de traduire toute notre reconnaissance donc, au président Alassane Ouattara. Lorsque notre père, le père d'Amadou Gon, est décédé, Amadou avait que 30 ans, chef de famille, avec beaucoup de responsabilités, un manque de repères, une famille politique. Grâce au président qui lui a donné les repères essentiels, qui l'a accompagné, qui l'a soutenu, qui l'a pris par la main à l'âge de 30 ans, Amadou a joué ce rôle de responsable de famille au point où il était taxé d'être trop proche de sa famille. C'est une grande responsabilité qu'il a eue très jeune, donc à l'âge de 30 ans, qu'il a assumé pleinement. Il n'y a pas quelqu'un dans ces 30 années, dans la famille, de façon plus élargie, qui n'a pas bénéficié des soins d'Amadou Gon Coulibaly. C'était quelqu'un de particulier pour nous. Pour que tout cela soit, il a fallu qu'il y ait 2 personnes. En plus de la maman, bien entendu, il a fallu qu'il y ait le président de la République, le président Alassane Ouattara, qu'il y ait aussi la première dame, Dominique Ouattara, qui, durant les 30 ans, jusqu'au départ d'Amadou, et bien plus, je pourrais en dire davantage tout à l'heure, ont été là, à tout instant, pendant les moments de bonheur, pendant les moments de peine, donc d'Amadou Gon Coulibaly, notre frère. Impossible de clore cette série de témoignages et prises de parole des proches sans celui d'un autre plus proche collaborateur, ami et frère du regretté Amadou Gon Coulibaly, qui avec des mots d'une pureté qui témoignent du vrai dans le vécu au quotidien et dans l'appréciation réciproque qui, hélas, s'est achevé il y a 1 an, le Premier ministre Patrick Achi en avait trop à dire sur l'homme, morceau choisi. Le 8 juillet 2020, à 13h-5, nous étions en Conseil des ministres. Et Amadou était à ma gauche, comme à son habitude, alerte, dynamique, concentré et structuré. Mesdames, Messieurs, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Il y a 1 an, jour pour jour, saisi d'un terrible effroi, face à la perte impensable que le cours si tumultueux et cruel de la vie nous imposait, résonnait immédiatement dans nos cœurs et dans nos âmes la mélancolie glaciale de ce vers d'Alphonse Lamartine. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Amadou, notre vieux pour la famille et pour les intimes, venait de nous quitter. En ce jour funeste du 8 juillet 2020, en plein travail, avec cette abnégation inouïe dont seuls peuvent être coutumiers les grands mandarins d'un État. Oui, il venait de partir debout, en fonction, en action, revenu sur la terre de ses pères après avoir toisé la maladie, avec le courage et l'humilité sans borne de ceux qui servent et ne demandent rien, de ceux qui n'ont rien d'autre comme but que de mener, jusqu'à leur dernier souffle, le combat que la patrie et le destin ont désigné pour eux. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Oui, Amadou fut cet être solaire que chacun et chacune d'entre nous admirait avec ferveur, parce qu'il était ce combattant politique indomptable,
parce qu'il était cet immense commis d'État, au patriotisme fervent, enraciné, le service précis et méticuleux de la nation, cet idéal plus grand que lui-même, auquel il avait choisi de dédier sa vie. De ses jeunes années du Bénet à la tour de contrôle du secrétaire général de la présidence de la République. Parce qu'il était cet architecte du développement qui, sous le leadership éclairé de son Excellence M. Alassane Ouattara, a su créer cette croissance de 8% par an pendant 8 ans, pour sortir un pays et un peuple de l'abysse et les propulser pas à pas vers une modernité si longtemps attendue. Parce qu'il était ce Premier ministre à l'autorité rayonnante, amoureux du labeur, des lueurs de l'aube au feu du crépuscule, chef de gouvernement à l'exigence intraitable lorsqu'il s'agissait du destin du pays et du progrès de la Côte d'Ivoire, mission pour laquelle faillir lui était tout simplement insupportable. C'est alors que la cérémonie s'est achevée, non sans informer le public une prière à la mosquée de la Riviera présidée par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sera dite pour implorer Allah au repos de l'âme du regretté Amadou Gon Coulibaly. CNN, la télévision autrement, a tendu son micro au politique présent, trio volé. AGC, c'est aujourd'hui, il est plus vivant qu'hier. Il sera toujours vivant. Vous avez entendu tous ces témoignages poignants. Et moi, je retiens de lui d'abord un chef, un patron, un leader, un modèle à tout point de vue, au plan politique, mais au plan de la vie tout court. C'est une école. AG, c'est Alassane Ouattara. Je suis heureux de commémorer notre frère Amadou Gon Coulibaly, avec qui nous avons travaillé de longues années, avec qui nous avons évolué depuis pas mal d'années, depuis le RDR jusqu'au RHDP. Son parcours faisait de lui l'homme de la situation lorsqu'il a été arraché à nous. Donc c'est un souvenir. Nous sommes là pour marquer notre sympathie à lui-même, à sa famille et au président Alassane Ouattara. Vous savez, un homme de sans dimension, après un an de disparition, c'est beaucoup de tristesse, mais aussi c'est un appel à voir l'avenir autrement. Vous savez, AGC était un homme de conviction, un homme d'engagement, un fidèle collaborateur du président de la République et quelqu'un qui aimait profondément la Côte d'Ivoire. On retient en sa personne la loyauté, la rigueur dans le travail, l'engagement, la persévérance, et quelqu'un de très déterminé. En tout cas pour nous, la jeunesse, il a tracé les lignes. Je pense que ce sont des valeurs que nous devons en tenir compte pour réussir effectivement et s'imposer plus tard. Il n'est pas parti. Je considère qu'il n'est pas parti, il est là. Et on va continuer à travailler aux côtés du président dans ses pas. AGC, c'est un livre qui est ouvert. On va continuer de parcourir le livre. Donc moi, je considère qu'il n'est pas parti et qu'il est là et qu'il est avec nous. Il nous a laissé des leçons de vie, un engagement politique. Et donc son esprit est là et on va continuer. Il est prévu ce soir dans le même auditorium du Sofitel Ivoire un concert géant avec des artistes internationaux et un collectif des artistes de Côte d'Ivoire pour marquer en beauté cette journée du souvenir du feu Amadou Gon Coulibaly. Première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a parrainé la cérémonie marquant les 9 ans de création du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, ce mardi 13 juillet 2021 à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Les fonds octroyés par FAFSI profitent aujourd'hui à plus de 260 000 femmes dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour un taux de remboursement estimé à un peu plus de 95%. Lors de cette célébration, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, est revenue sur le bilan à succès du FAFSI, mais aussi elle a jeté un regard sur les perspectives du fonds. Après 9 années de succès et fort de la confiance sans cesse renouvelée du président de la République, le fonds a atteint un capital de 20 milliards de francs CFA. Il permet à 260 000 femmes entreprenantes et dynamiques d'être financièrement autonomes et de subvenir à leurs charges familiales.
Cela constitue pour moi une immense fierté. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons en projet, avec l'accompagnement du gouvernement, la construction de marchés dans plusieurs localités. Le FAFSI ambitionne une collaboration avec d'autres structures, dont la CNPS, toute chose qui permettra à nos sœurs d'être couvertes en cas de maladie, d'accident, de maternité et de vieillesse. Enfin, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que le président de la République a décidé que le capital du FAFSI soit augmenté de 5 milliards de 5 milliards à compter de ce jour. Le capital du FAFSI s'élèvera donc à 25 milliards, ce qui permettra à encore plus de nos sœurs d'adhérer au FAFSI. En 9 années d'existence, le FAFSI a guidé la famille ivoirienne sur la voie du succès. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, a présidé à Yaoundé la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur le numérique en présence du maire de la ville, de Pierre Bayet, secrétaire permanent de l'AMF, du chef de la délégation de l'Union européenne, du ministre de l'Habitat et du Développement urbain et de plusieurs membres du gouvernement. Moderniser l'écosystème numérique pour l'amélioration de la gouvernance locale est la requête formulée par Georges Elanga Obam, le ministre de la décentralisation et du développement local, pour qui cet atelier vise la modernisation des villes par le biais du numérique. Nous venons de vivre une très belle cérémonie qui consacre ce que l'on appelle la coopération décentralisée. Une association qui regroupe un certain nombre de maires d'expression française a décidé de venir appuyer le mouvement municipal camerounais dans la perspective de son arrimage aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce que l'on a appelé le numérique. Il est indéniable que c'est la voie vers laquelle l'ensemble des sociétés va, c'est-à-dire faire un saut qualitatif pour obtenir que nos pays s'arriment à la modernité et bénéficient des avancées de la technologie pour le développement de nos communautés et de nos territoires. Je profite de cette occasion pour remercier l'ensemble des acteurs de l'Union européenne et de l'AMF qui appuient notre mouvement municipal. Je demande aux responsables de nos collectivités territoriales décentralisées de prendre avantage de cette initiative pour obtenir la modernisation de leur mode de fonctionnement. Ce que je retiens finalement, c'est que la décentralisation se construit pas à pas et de plus en plus elle devient une réalité et elle bénéficie à nos populations. Lors des discussions, il était question pour les différentes parties prenantes d'évaluer les potentialités des plateformes numériques, de montrer comment ces plateformes peuvent devenir une source de revenus pour les collectivités territoriales décentralisées, de présenter les leviers d'encadrement des plateformes et de plaider en faveur de leur évolution dans un cadre juridique afin qu'ils donnent aux villes les moyens légaux de mettre en place pour chaque plateforme numérique une régulation adaptée. Les technologies numériques offre une chance de corriger les trajectoires, en ouvrant de nouvelles voies pour une croissance économique rapide, l'innovation, la création d'emplois et l'accès à des services qui auraient été inimaginables il y a seulement 10 ans. Et il n'y a pas de secret pour développer cette démarche. La volonté politique est là. Les bailleurs aussi, les ressources humaines talentueuses pour relever le défi des 10 prochaines années, nous en connaissons. Et les 5 ateliers de ce congrès nous le prouvent avec le leadership féminin, la fiscalité, la gestion des risques, l'environnement et surtout l'appui aux handicapés. Et c'est là, comme toujours à l'IMF, cette dimension sociale dans la gouvernance locale que nous tenons à privilégier. Et pour dynamiser ce potentiel, il faut des plateformes où se retrouvent ces diverses volontés. Ce sont les plateformes qui permettront à l'Afrique de se présenter comme une seule et même entité, et non comme un ensemble de petits marchés. Les plateformes doivent être la marque vers laquelle se tournent les développeurs en Afrique
pour communiquer efficacement et pour faire fructifier leur entreprise. Pour rappel, en mars dernier, le Cameroun a également accueilli un premier laboratoire de gouvernance urbaine numérique. Du 18 au 19 mars, une dizaine de jeunes ont pris part au premier atelier à cet effet. Les travaux menés portaient sur l'innovation et le numérique au service des villes camerounaises à travers la co-création pour concevoir en équipe des solutions innovantes pour relever les défis des villes camerounaises. La capitale politique de Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, ce vendredi 9 juillet 2021, s'est dotée d'un nouveau cadre, à savoir l'Institut national de formation judiciaire, INFJ. Cette cérémonie qui a vu la présence de nombreuses personnalités politiques, administratives et diplomatiques pour le bonheur du premier responsable de la ville, le ministre-gouverneur, M. Augustin Tiamoufoué, des chefs traditionnels présents, des personnalités politiques et élus de la nation, des invités, du public de Yamoussoukro et d'une forte délégation de la presse nationale et internationale, ayant fait pour certains le déplacement la veille, pour d'autres le jour même, aux premières heures, à l'exemple CNN, la télévision autrement. Cette cérémonie d'inauguration de l'Institut national de formation judiciaire était placée sous la présidence effective du Premier ministre, son Excellence M. Jérôme Patrick Achi, qui avec toute sa délégation a tenu à visiter ce beau site au bâtiment flambant neuf, des constructions modernes, salles de formation, future bibliothèque, tout ce qui augure à l'aisance que la coopération franco-ivoirienne entend donner aux juristes qui bénéficieront des formations dans ces beaux édifices qui font aussi la fierté des ouvriers qui ont participé à sa construction. Sur 16 hectares, les bâtisses sont érigées sur 10,8 hectares. Après la séance coutumière de libation effectuée par Nanota Nokwaku, le premier adjoint au maire, représentant le maire, a souhaité la bienvenue. J'ai l'honneur, en ma qualité de premier adjoint au maire de la commune de Yamoussoukro, de vous souhaiter la traditionnelle Akwaba au nom du maire et du conseil municipal de la commune de Yamoussoukro, à l'occasion de la présente cérémonie relative à l'inauguration de l'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro. Yamoussoukro, capitale de la Côte d'Ivoire, s'honore de la réalisation de cet institut dans sa commune, réalisation qui a été possible grâce à la coopération avec la France et à l'implication personnelle en son temps de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, son Excellence Gilles Huberson. Puis ce fut au tour du ministre-gouverneur de Yamoussoukro, Sa Majesté Augustin Abdoulaye Thiam Oufouenana. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom des populations du district autonome de Yamoussoukro pour saluer avec déférence son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Patrick Achi. Excellence, Monsieur le Premier ministre, à la suite du représentant de Monsieur le maire, je vous souhaite la bienvenue, ainsi qu'à l'ensemble de votre délégation. Un vieil adage de chez nous dit, et je cite, « Beaucoup de viande ne gâte pas la sauce ». Sachez, Excellence, que votre nomination à la tête du gouvernement, aux côtés de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, pour conduire les affaires de l'État, conforte les Ivoiriens et nombre d'observateurs étrangers de la vie politique en Côte d'Ivoire. Elle démontre que notre pays est en bonne voie sur les sentiers du développement et la cérémonie de ce jour en est le témoignage. C'est à 10h54 que la France, représentée par son ambassadeur en Côte d'Ivoire, son Excellence Jean-Christophe Béliard, s'est exprimée. Je suis heureux d'être en votre compagnie ce matin pour la cérémonie d'inauguration de l'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro, ouvrage emblématique de la composante justice du contrat de désendettement et de développement qui lie la Côte d'Ivoire et la France. Ce partenariat, lancé en 2014 pour un montant total de 55 milliards de francs CFA, a permis 1. de renforcer l'offre de services publics de la justice, 2. d'améliorer l'accès à la justice et 3. de contribuer à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Le monde judiciaire, par son premier représentant, M. Sanson Kambilé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, s'est exprimé sur ce qui fait la fierté de son département ministériel en quelque sorte. C'est une grande joie qui m'anime ce jour, la même que ressent, j'en suis convaincu, l'ensemble du corps judiciaire à l'occasion de l'inauguration du nouveau siège de l'Institut national de formation judiciaire.
je voudrais d'entrée saluer la présence distinguée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, votre présence en ces lieux démontre l'intérêt que vous portez à la justice en général et à la formation des acteurs qui l'animent en particulier. Monsieur le Premier ministre, soyez remercié pour votre constante sollicitude à l'égard de la justice et de ses animateurs. Je voudrais également exprimer ma gratitude à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France, et à toute l'équipe de l'Agence française de développement pour leur appui constant et la qualité de la collaboration qui a permis aujourd'hui la réalisation de ce bel ouvrage à travers le projet de désendettement et de développement C2D Justice. Le ministre du Commerce et de l'Industrie de Côte d'Ivoire, M. Diarra Souleymane, a fait un petit résumé sur la cérémonie, non sans annoncer le don numéraire du Premier ministre d'un montant de 5 millions de francs CFA. Monsieur le Premier ministre me charge de faire en fait ces dons aux populations de Yamoussoukro. Monsieur le Premier ministre me charge de vous dire qu'il a été marqué et qu'il est très heureux de l'accueil très chaleureux qui lui a été réservé ce matin par les populations de Yamoussoukro. Mais avant d'annoncer les dons, je voudrais à mon tour, à la suite de mes prédécesseurs, souhaiter la bienvenue à Monsieur le Premier ministre, dire à Monsieur le Premier ministre Moni Ballet. Monsieur le Premier ministre, y danser. Monsieur le Premier ministre, je voudrais également vous remercier. Je pense que Monsieur le ministre-gouverneur l'a indiqué. Vous remercier très sincèrement pour avoir réservé votre première sortie officielle d'Abidjan en tant que chef de gouvernement à Yamoussoukro, la ville natale de Félix Houphouët-Boigny, dont vous êtes l'un des fervents disciples. Et également, tout cela est un symbole, Monsieur le Premier ministre. Et cela augure pour les populations de Yamoussoukro des lendemains meilleurs. Et l'inauguration de l'Institut national de la formation judiciaire vient démontrer encore une fois l'attachement du gouvernement ivoirien à la ville de Yamoussoukro. Je voudrais annoncer les dons de Monsieur le Premier ministre Patrick Achi. Monsieur le Premier ministre offre une somme totale de 5 millions de francs CFA. Il est 11h17 lorsque la parole revient au Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Jérôme Patrick Achi. Je suis très heureux et honoré de présider ce matin la cérémonie officielle d'inauguration de l'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro, réalisée avec l'appui financier de la France, partenaire stratégique essentiel de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. C'est le lieu, une fois de plus, de saluer l'excellence de la coopération diplomatique, économique et commerciale entre nos deux pays, et je voudrais demander à son Excellence, M. Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, ici présent, de bien vouloir transmettre au gouvernement français notre profonde gratitude pour la réalisation de cet institut. Œuvre majeure dans le processus continu de construction d'un système judiciaire de qualité, fondé en particulier sur des personnels bien formés, ainsi que pour l'attention toute particulière dont a toujours bénéficié la Côte d'Ivoire. C'est alors que l'hospitalité légendaire du peuple baoulé ne pouvait accueillir ce somptueux joyau architectural sans remercier à leur manière, à travers une remise de dons, le Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, Jérôme Patrick Achi, représentant la Côte d'Ivoire et l'ambassadeur de France pour la réussite de cette coopération ivoiro-française issue du contrat de désendettement et de développement C2D. Après la coupure du ruban, toute la délégation ministérielle diplomatique et préfectorale, à la suite du Premier ministre,
ministre de l'ambassadeur de France ont visité de bout en bout les bâtiments de l'Institut national de formation judiciaire. Un cocktail s'en est suivi pour le plaisir des invités. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Oona a présidé dans la salle de conférence de son département ministériel une séance de travail sur la consultation des partenaires sociaux dans le cadre de la préparation des prochaines élections des délégués du personnel au sein des entreprises camerounaises. Au sorti de ce moment de réflexion, le ministre a plus ou moins situé la période de la tenue des prochaines élections sociales des délégués du personnel dans les entreprises. Ces élections sociales auront lieu entre septembre et octobre 2021. Il a de ce pas sollicité toutes les parties prenantes à faire des propositions en vue du déroulement harmonieux de cette autre échéance électorale au sein du monde du travail. Vous avez vous-même vu ces derniers temps des entreprises qui d'ailleurs avaient s'étaient énormément opposées à la révision du SMIC à la hausse. Certaines de ces entreprises nous ont dit publiquement qu'aucun de leurs employés en 2021 n'avait un salaire de moins de 80 000 francs. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui doivent être faits. Et je vous avais proposé à l'époque une réflexion qui devrait permettre de rehausser le SMIC, mais sans nécessairement pour faire flamber la masse salariale, sans nécessairement augmenter les hauts salaires. C'est ça aussi la solidarité. C'est-à-dire que le cadre aujourd'hui qui gagne 300, 400, 500 000 peut continuer à les gagner, mais l'entreprise peut aussi faire les efforts pour rehausser les bas salaires. C'est ça, cette réflexion que je vous avais proposée et que je vous invite à poursuivre aujourd'hui, parce que c'est quand même un souci important qu'on continue de dire que le SMIC est à 36 000 et que vous venez, en vous opposant de le revaloriser, vous-même dire aucun employé ne gagne tant. Il tient de rappeler que ces élections initialement prévues en mars 2020 avaient été reportées à une date ultérieure suite à la résurgence de la pandémie de Covid-19. C'est en tenue uniforme de sport que les députés de la nation ont visité la salle complètement rénovée dans le bloc de sport de l'hôtel. Il existe désormais un complexe sportif et esthétique pour le bien-être des élus du peuple. La cérémonie d'inauguration de cette nouvelle structure s'est déroulée sous la présidence de Kombo Berry, vice-président et représentant personnel de Cavaillé d'Ibril. L'hôtel des députés est désormais doté d'un espace de finesse, de musculation, de soins esthétiques, massage, sauna et hammam. Et c'est avec enthousiasme que les députés se sont engouffrés dans cette salle et se sont essayés aux divers services offerts. Un moment de pur bonheur pour les élus du peuple après une session intense, sans aucun moment de répit. Mes impressions sont très bonnes ce matin dans ce petit palais des sports de l'hôtel des députés qui sera désormais ouvert aux députés pour le sport. Vous savez, il est dit en latin « In corpore santo, spiritus santo ». Donc dans un corps sain, un esprit sain. Je pense que désormais, nous allons vraiment utiliser ce bijou pour notre bonne forme, notre meilleure santé. Parce que qui dit sport, dit santé. Merci. Tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci aux très honorables sans qui on ne pouvait pas avoir ce joyau que vous voyez, qui est un complexe. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on se soucie du député, notamment en ce qui concerne le dégagement du stress. Nous avons passé près d'un mois à travailler, cela veut dire, et on a été ainsi sollicité. Et à la fin, s'il faut nous permettre de dégager le stress, quoi de plus normal que de dire merci.
En plus de cette salle ultra moderne de sport, il y a également eu l'inauguration du Business Center de l'hôtel des députés. Dorénavant, il est possible pour les députés de faire directement leurs achats à l'hôtel sans aucun souci. Un gain de soulagement qui réjouit plus d'un. Ma joie est immense, mon plaisir est grand de me retrouver aujourd'hui face à cette salle de sport. Elle est bien équipée et je pense que le président de la Chambre a compris qu'un esprit sain ne peut se trouver que dans un corps sain. Et pour qu'un corps soit sain, il faut que ce corps soit en mouvement et que permanemment il soit en train de se mouvoir. Parce que le sport, désormais pour nous, est une thérapie. Le sport doit être prescrit dans le protocole santé. Et je pense qu'on ne va pas seulement penser à la Covid et à d'autres maladies qui sévissent actuellement dans le monde. Le sport également fait partie de cette thérapie qui guérit cette maladie qu'est l'obésité, le diabète et l'hypertension. Et c'est pour ça que je dis merci au président de la Chambre, merci à tous ceux qui ont pensé nous équiper cette salle de sport, cette salle où nous irons de temps en temps nous dégourdir, rafraîchir notre corps pour que notre esprit soit dans un corps sain. Comme je le disais tantôt, un esprit sain ne peut être que dans un corps sain. Ma joie est immense, je ne cesserai de le dire. Nous sommes très contents d'avoir cette salle de sport. Et à cette occasion, nous remercions le très honorable président de l'Assemblée nationale qui nous a offert ce joyau pour la mise en forme des députés. Et je dirais vive la 10e législature. Environ une dizaine de boutiques qui offrent des produits variés aux députés. L'Assemblée nationale ne cesse de surprendre positivement les siens. Le rendez-vous est pris pour novembre prochain, au moment où les rideaux de la session de juin se referment. Du DSCE à la stratégie nationale de développement 2020-2030, quelle perspective pour le Cameroun? C'est le thème qui animera la 10e édition du Salon de l'action gouvernementale qui se tiendra du 25 au 30 juillet prochain. Pour garantir la réussite de cet événement visant à promouvoir auprès des populations des politiques publiques nationales, les médias ont un rôle important à jouer. C'est du moins ce qu'ont laissé entendre le secrétaire général du ministère de la Communication Félix Zogo et Patrice Asiga-Eyene, chef du projet SAGO, au cours d'une conférence de presse tenue ce 7 juillet au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé, en présence des hommes et femmes des médias et de plusieurs membres du gouvernement. La communication se doit d'être orientée vers un impératif de performance globale et servir de levier stratégique pour l'atteinte des objectifs d'émergence. En procédant de la sorte, nous nous assurerons autant que possible de l'adhésion de nos citoyens à nos prises d'options et de décisions. Nous serons également à même de mesurer, le cas échéant, les écarts éventuels entre les objectifs visés et nos différentes projections stratégiques. C'est pour cette raison que le ministre de la Communication, prenant la pleine mesure de cet enjeu, a décidé de faire monter d'un cran, à partir de la 10e édition du SAGO qui s'annonce, l'impulsion que le gouvernement est en droit et en devoir d'apporter à cette initiative. À la demande du ministre de la Communication statutairement en charge, de par le décret numéro 2012/380 du 14 septembre 2012 organisant son département ministériel, en charge donc, disais-je, de l'élaboration, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des stratégies de communication gouvernementale, a donc saisi le Premier ministre, chef du gouvernement, d'une demande de soutien plus accru à l'organisation du SAGO. En faisant suite à cette demande, le chef du gouvernement a demandé au ministre de la Communication de donner un mandat formel au chef de projet du SAGO et d'inscrire son organisation dans le cadre d'un cahier de charges consignant les engagements des uns et des autres à cet effet. Pour Patrice Asiga-Eyene, le SAGO doit devenir un espace plus ouvert pour promouvoir l'action du gouvernement. Cela est une affaire de tous les acteurs du développement national et la communication est une composante essentielle dans la mesure où elle permet aux citoyens d'être mieux informés. Cette édition, si vous avez suivi la thématique, porte sur la vulgarisation de la stratégie nationale de développement qui est le nouveau cadre de développement
de l'État du Cameroun. Nous n'avons pas eu meilleure idée que de consacrer toute une édition à cette stratégie nationale de développement, simplement parce que le SAGO, comme vous le savez, est une plateforme dédiée à la promotion des politiques publiques nationales. Et justement, la stratégie nationale de développement donne le ton de ce que le Cameroun devrait être d'ici 2030, c'est-à-dire s'inscrit dans la prospective. Et le SAGO, en tant qu'instrument de relations publiques qui met en relation les pouvoirs publics ou les administrations et les administrés, c'est donc proposer de permettre aux populations de s'approprier ce document, parce que nous sommes conscients que lorsqu'une vision est élaborée, c'est vrai que ce n'est pas le cas, mais il faut la partager pour que les populations se l'approprient. Et lorsque les populations se sont appropriées d'un document, ils peuvent aisément contribuer à sa mise en œuvre pour rester dans le cadre de la stratégie nationale de développement. Et donc, nous comptons sur vous, puisque vous êtes désormais des partenaires pour la promotion du travail gouvernemental, pour qu'ensemble, nous puissions joindre nos forces pendant les 7 jours du SAGO pour que le maximum des populations ou le maximum des citoyens sachent exactement ce qui est inscrit dans ce document-là et que chacun et chacune puisse voir dans quelle mesure il peut mener une action qui va dans le sens de sa mise en œuvre. En effet, parmi les innovations de cette autre édition du Salon de l'action gouvernementale, les médias qui le désirent peuvent avoir à leur disposition un stand gratuitement offert. Un espace sera également mis à la disposition des entreprises locales dans le cadre de la valorisation et de la promotion des produits made in Cameroun. Le temps est donc donné pour le top démarrage du Salon de l'action gouvernementale le 25 juillet prochain. Le séminaire du lancement des activités préparatoires du budget de l'État pour le compte de l'exercice 2022 s'est ouvert ce 13 juillet au Palais des Congrès de Yaoundé. Cérémonie présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazeux, en présence des illustres parlementaires, des membres du gouvernement et de plusieurs personnalités. Dans son discours d'ouverture des travaux, le patron des finances au Cameroun a présenté de façon détaillée les enjeux et les défis auxquels le budget de l'État pour l'exercice 2022 devra être capable de relever. Notamment la poursuite de la mise en œuvre du plan global de riposte pour la lutte contre la Covid-19 et ses répercussions sociales, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la réduction progressive de la dette intérieure, la réalisation du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions affectées par la crise sécuritaire, en particulier celles du nord-ouest et du sud-ouest et de l'extrême nord. À l'occasion de l'ouverture du séminaire marquant le lancement officiel des activités de préparation du budget de l'État au titre de l'exercice 2022. Je me réjouis de votre présence massive à cette cérémonie. Elle témoigne de l'importance que vous accordez au processus de préparation du budget de l'État, en particulier et de manière plus large à la gestion des finances publiques de notre pays. Je vous souhaite donc à tous une chaleureuse bienvenue en ces lieux. J'y associe l'expression de ma profonde gratitude à l'endroit des membres du gouvernement qui, par leur présence, ont accepté de rehausser l'éclat de cette cérémonie. Cette reconnaissance, je veux également la formuler à l'endroit de nos distingués invités, membres du Parlement, dont la présence est une marque éloquente de la synergie positive qui existe entre l'exécutif et le législatif au Cameroun. J'en veux pour preuve la dernière édition du débat d'orientation budgétaire qui, par la qualité et la pertinence des échanges, a permis de magnifier cette belle et étroite collaboration. Qu'il me soit enfin permis de saluer et de remercier les représentants des partenaires techniques et financiers du Cameroun qui, à travers des appuis multiformes, accompagnent inlassablement les pouvoirs publics dans l'implémentation de la politique de développement économique, social et culturel pour une croissance inclusive,
profitable à tous et à chaque Camerounais. Pour le ministre, si la préparation du budget de l'État est un exercice complexe qui requiert et mobilise à chaque étape de son processus en vue de soumettre au Parlement un projet de loi de finances et des documents qui, d'une part, adressent des besoins réels des populations, ce en y proposant des réponses les plus adaptées, et d'autre part, présentent des projections macroéconomiques et des équilibres budgétaires qui permettent au Parlement de décider au mieux des intérêts des populations qu'il représente. L'ouverture de ce séminaire devrait permettre à tous les acteurs de ce processus, dans une logique perpétuelle d'amélioration des outils et contenus, de revisiter sans cesse les méthodes et procédures utilisées, de partager les innovations et les contraintes liées au contexte macroéconomique et budgétaire, afin de faire un saut qualitatif supplémentaire dans la production des documents budgétaires en vue d'une élaboration d'un projet de loi des finances 2022 qui répondrait parfaitement aux enjeux du contexte socio-économique et budgétaire de l'heure. Par rapport à la cérémonie de ce jour, le lancement du budget, la préparation d'un budget est un exercice complexe parce qu'il fait intervenir plusieurs acteurs, au rang desquels les acteurs politiques, notamment les pouvoirs institutionnels, le Parlement, le gouvernement et les administrations publiques également qui sont impliquées. Il y a les partenaires au développement, il y a la société civile, il y a les entreprises privées et tout le secteur privé d'une manière générale. Il est donc important que lorsque cet exercice est amorcé, il est important de se retrouver pour faire le point d'abord de la manière dont l'exercice précédent avait été préparé et puis de se projeter par rapport à l'exercice qui est en train de démarrer. Donc c'est un exercice très important. Par exemple, même dans une équipe de sport, de football, de handball, lorsque vous avez une compétition, il est important que vous puissiez vous regrouper pour pouvoir mieux préparer. C'est la raison pour laquelle ce séminaire traditionnellement se tient après la tenue du débat d'orientation budgétaire. C'est l'occasion maintenant de capaciter les acteurs parce que les administrations publiques, il y a la mobilité. Il y en a qui sont affectés, d'autres vont en retrait, d'autres, il y a même des décès, hélas. Mais il y a la mobilité, il faut mettre tout le monde au même niveau d'information. Au cours des 2 jours que durera le présent séminaire, 4 exposés seront présentés par les experts du ministère des Finances et du MINEPA sur des thématiques variées. Le premier portera sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2030, enjeux et défis, afin de donner un aperçu général sur les objectifs, les orientations et les priorités qui guideront désormais l'action de l'État au cours des 10 prochaines années. Le deuxième, quant à lui, présentera le contexte macroéconomique, les objectifs ainsi que les grandes lignes de la politique budgétaire de l'État au cours de l'exercice 2022. L'objectif du troisième et du quatrième exposé sera axé sur l'optimisation du recouvrement des recettes non fiscales et des dépenses de l'État, en mettant un accent sur les progrès réalisés en la matière et les efforts à faire pour adresser les insuffisances qui persistent. Il est donc question tout au long de ce moment de réflexion de proposer un projet de loi de finances 2022 qui répond aux normes de qualité requises et qui satisfait la grande majorité des populations du pays. Construit au sein de la future cité judiciaire de Yamoussoukro, l'Institut national de formation judiciaire a été inauguré ce vendredi 9 juillet 2021. Patrick Hachi. L'Institut regroupe 4 grandes écoles de formation initiale et continue des magistrats et greffes de la protection judiciaire. La qualité de l'appareil judiciaire d'un pays fait partie des paramètres que les grands investisseurs internationaux étudient avant de s'impliquer dans le développement de ce pays. Or, la qualité de cet appareil judiciaire dépend en très grande partie de la compétence des femmes et des hommes qui le font fonctionner. Partant, l'éducation, la formation, l'excellence sont des critères plus qu'essentiels à toutes nos sociétés et spécifiquement à notre pays qui s'est engagé résolument sur le chemin du développement humain. Fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France via le projet C2D Justice en Côte d'Ivoire. Le programme C2D Justice en Côte d'Ivoire est aujourd'hui le plus important programme de l'AFD dans le secteur de la justice dans le monde. 7 ans après son démarrage,
le C2D Justice a permis la construction d'infrastructures importantes. Tous ces travaux seront livrés avant la fin de l'année 2021. Les nouveaux locaux de l'Institut national de formation des études judiciaires, mais également ceux du Centre de formation continue d'Abidjan, dont la réception est prévue en octobre 2021, vont permettre de former chaque année davantage de professionnels de justice. Une réalisation d'un coût de 11 milliards de francs CFA, financée par le C2D, l'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro, se positionne déjà comme pôle de référence dans la sous-région ouest-africaine et pourra héberger plus de 300 étudiants et dispenser des cours en simultané à 650 étudiants. Si la qualité de l'enseignement ne faisait l'ombre d'aucun doute, les conditions d'enseignement étaient difficiles en raison de l'inadaptation des locaux. C'est donc avec une immense joie et une légitime fierté que l'INFEJ reçoit ces nouveaux locaux qui lui permettront de parfaire la formation des acteurs judiciaires ivoiriens et de répondre aux sollicitations extérieures des pays amis. Cette inauguration s'inscrit dans un processus de renouvellement des infrastructures pour, d'une part, faciliter et améliorer l'accès des populations aux services publics de la justice et, d'autre part, permettre à la justice de mener ses missions dans de meilleures conditions. L'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro vient donner vie à la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Parce qu'il est certain que l'acte que nous posons aujourd'hui constitue un jalon majeur dans la marche de notre pays vers une justice moderne, indépendante et accessible à tous. L'Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro sera le symbole même de notre Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire en marche, qui regarde vers l'avenir, sûre de son destin, mais pleinement consciente des marches qu'il lui faut encore franchir, pour atteindre cet horizon de 2030, dessiné par le président de la République, celui d'une Côte d'Ivoire solidaire, intègre et prospère. Le chef du gouvernement, M. Patrick Hachi, n'a pas manqué de saluer l'excellente relation qu'il y a entre la France et la Côte d'Ivoire, qui donne vie à des projets de grande ampleur en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture de la première édition des Journées de la coopération et du partenariat du ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat s'est tenue ce 12 juillet 2021 au Palais des Congrès de Yaoundé. Un événement qui a réuni de nombreux partenaires internationaux et nationaux, des potentiels bailleurs de fonds, des membres du gouvernement et des acteurs locaux des petites et moyennes entreprises. Cette cérémonie inaugurale présidée par le ministre des petites et moyennes entreprises, Achille Bassilequin III, sous le thème « Les partenaires techniques et financiers et le développement des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et du secteur de l'artisanat, enjeux, défis et opportunités, a été marqué par des débats animés par des intervenants de la cellule de coopération du ministère, de l'ONU, du FIDA et de plusieurs institutions basées en Allemagne. Pour le ministre, ces journées de coopération et de partenariat sont des actions qui s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement 2030. Journée de la coopération et du partenariat pour répondre à un appel qui a été consigné dans le cadre aussi bien de la stratégie nationale de développement qui prescrit de revoir, mobiliser et accompagner en fait avec les partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux les efforts du gouvernement dans la mobilisation des acteurs de notre secteur, c'est-à-dire des PME, les acteurs de l'économie sociale et les artisans qui représentent la base productive, de les accompagner en fait dans une meilleure performance, mais surtout dans le renforcement de leurs capacités productives. Et donc, les partenaires techniques vont avec nous réfléchir sur les mécanismes à travers lesquels on peut renforcer, on peut moderniser l'outil productif national. Et les partenaires financiers vont nous accompagner dans le cadre de la mobilisation des lignes de crédit pour répondre aux besoins de financement des PME et surtout des petits entrepreneurs et des acteurs de l'économie sociale. Ce sera donc le meilleur axe à travers lequel, en organisant donc les bases de cette révolution entrepreneuriale qui va déboucher sur la création de centaines de milliers d'entreprises, que nous serons à mesure
de mieux accompagner notre dynamique dans la marche vers l'émergence de notre pays, mais aussi de créer davantage de richesses, de créer davantage d'emplois qui sont au cœur de la vision du président de la République, son Excellence Paul Biya, de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Une véritable opportunité pour les petites et moyennes entreprises de trouver de nouveaux partenaires pour le financement de leurs différents projets. Nous sommes partenaires du MINMESA et nous recherchons également les financements. Donc vous comprenez pourquoi notre présence ici. Nous sommes le réseau des maires du Cameroun pour l'économie sociale et solidaire. Nous encadrons au niveau de nos territoires c'est-à-dire les petites mains, les coopératives qui travaillent d'arrache-pied pour développer leur territoire, leur commune. Et nous sommes là pour les encadrer parce que nous pensons que l'économie sociale et solidaire, c'est un tremplin. On nous parle le chef de l'État a demandé que l'année 2035 soit vraiment une année qui permette l'émergence du Cameroun. Et cette émergence, à notre avis, doit passer par les territoires, c'est-à-dire par la base. Le développement ne viendra pas du haut, mais du bas. Ça commence par le bas. Et ce bas, c'est quoi? C'est donc la structuration de nos communes au niveau des relais, des coopératives qui sont organisées pour développer leur territoire. Comme vous le savez, le secteur des moyennes et petites entreprises était vraiment touché par la pandémie de Covid-19. Et je salue également l'appui du gouvernement d'avoir mis en place des fonds de solidarité pour accompagner ces secteurs. Maintenant que le ministre a cette vision de renforcer les partenariats, les Nations Unies se réjouissent parce que nous sommes dans le même volet, parce que pour aller vers l'émergence, il faut tous ces petites entreprises pour pouvoir engendrer le développement de ces pays au niveau économique. Et c'est la raison pour laquelle cette rencontre pour renforcer les partenariats, pour développer un compact qui va nous montrer, c'est-à-dire au niveau des partenaires bilatéraux et multilatéraux, où sont les côtés où nous pouvons aussi venir en appui au gouvernement pour pouvoir redynamiser l'économie qui a été vraiment touchée par la pandémie de Covid-19. Cette première journée de partenariat s'est soldée par un atelier sur les conditions et modalités d'accès aux guichets internationaux de financement. Une rencontre B2B et 4 autres ateliers sont au programme et les échanges se poursuivront jusqu'au 14 juillet prochain. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWeb Info, 100% info non-stop.